Aujourd'hui, je vais te parler du Malade imaginaire de Molière et je vais surtout t'expliquer ce que c'est la comédie-ballet. Alors déjà, il faut savoir que Molière, il a une place importante dans les spectacles de Paris, mais aussi dans les spectacles à la cour, puisque écrit des spectacles pour la cour, pour le château de Versailles, et le roi lui-même lui commande des spectacles. Et c'est pourquoi, et même dès 1665, la troupe de Molière devient la troupe du roi. Donc elle a déjà une place assez privilégiée dans l'espace des divertissements de la cour. Alors, ça c'est important pour comprendre l'histoire de la comédie-ballet puisqu'elle prend sa source dans ce contexte-là. En 1661, Molière crée un premier spectacle qui mêle théâtre, danse et musique. Ce spectacle s'appelle Les Fâcheux et il le crée pour Fouquet qui donne une fête en l'honneur du roi dans son château Veuve-Vicomte. Le roi regarde ce spectacle, il adore, et donc il va commander à Molière une comédie-ballet de cet ordre-là. Et en 1664, Molière crée donc le mariage forcé. Alors, jusqu'en 1671, Molière va collaborer avec Jean-Baptiste Lully, qui est un grand compositeur de l'époque. Et alors, pourquoi jusqu'en 1671? C'est parce que à ce moment-là, Lully obtient du roi le privilège d'une académie royale de musique et il devient le seul à pouvoir représenter des spectacles de musique devant le roi. Et donc Molière ne peut plus et il est obligé de représenter ses comédies-ballets seulement à la ville. Alors, qu'est-ce que c'est la comédie-ballet maintenant? La comédie-ballet, c'est un théâtre, donc c'est du théâtre mêlé de danse et de musique et qui a pour source, ou plutôt pour modèle éloigné si on veut, le ballet de cour. Le ballet de cour, c'est un divertissement princier qui est très très apprécié à la cour et en fait c'est de la danse. C'est de la danse mais c'est un peu particulier parce qu'en fait les courtisans participent à la danse, ils dansent en fait sur scène. Donc ils sont à la fois spectateurs et participants au spectacle. Ces ballets de cour se font donc dans le cadre de fêtes somptueuses, magnifiques, au château de Versailles. Et cette somptuosité, on la retrouve dans les décors et dans les costumes. Ces ballets de cour, généralement, ils sont construits autour d'un sujet qui va être séparé en différentes entrées. C'est comme ça qu'on appelle chaque moment où on a une nouvelle danse, on appelle ça une entrée. C'est pour ça aussi que dans les versions dans l'édition du Malade imaginaire, on a entrée de ballet, hein, c'est comme ça qu'on appelle un morceau de ballet, un moment de ballet. Chacun va correspondre donc à un tableau à partir de ce sujet. Et de plus en plus, les ballets de cour se rapprochent du théâtre parce qu'on va avoir des moments dramatiques pour relier les tableaux entre eux. Et en plus de ça, les chansons dans les ballets de cour sont en fait des récits. Donc c'est aussi ce qui permet de rapprocher du théâtre. Donc Molière va reprendre en fait cette idée de ballet de cour pour l'intégrer à ses pièces. Comment ça va s'orchestrer? Ça va s'orchestrer comme une alternance entre des moments dramatiques, donc des moments de comédie et des moments de danse et de musique, qui vont être donc les fameux intermèdes. Les intermèdes ont un lien plus ou moins lâche avec l'intrigue de la pièce et Molière va toujours un peu jouer avec ce lien-là, soit par des jeux de contraste, soit au contraire par un lien affirmé entre les intermèdes et le moment et la comédie.
Donc par exemple, on reverra ça pour le malade imaginaire plus tard. En plus de ça, la comédie-ballet, elle hérite de la somptuosité des ballets de cour, déjà parce qu'elle est elle-même un divertissement princier, elle est elle-même en fait représentée à la cour, donc elle doit être somptueuse. Et en plus de ça, elle bénéficie en fait de cette beauté du spectacle. Donc par exemple dans le Malade imaginaire, il y a 15 instrumentistes, 7 chanteurs, 12 danseurs, 2 acrobates, et là j'ai même pas compté les comédiens. Donc on a vraiment beaucoup de monde sur scène. Et autant d'atmosphères très différentes, donc de décors très différents qui parfois sont changés à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rideau, hein, on les change directement sur scène, donc ça demande énormément de grandes machines et une grande virtuosité aussi. On va avoir des costumes somptueux et des décors grandioses. Ce qui est aussi intéressant dans ces comédies-ballets, c'est qu'on va avoir vraiment un jeu de variété des spectacles et des atmosphères qui sont représentées sur scène, et cela a été très apprécié à l'époque, hein, cette variété des divertissements. Et comme je le disais avant, Molière va jouer sur les contrastes, et cela c'est pour susciter en fait la surprise et l'éblouissement de son spectateur, et donc pour ravir le spectateur. C'est ça l'enjeu, hein. C'est de le divertir. Et la comédie-ballet, elle a surtout pour but au départ de contribuer à la politique culturelle de Louis XIV qui veut diffuser la gloire du roi Soleil et montrer en fait la grandeur de son royaume par la culture. Alors, maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à l'aspect comédie-ballet du Malade imaginaire. Donc, comme je le disais avant, il n'est plus à ce moment-là en collaboration avec Lully, hein, puisqu'on est en 1773. Mais plus que ça, Lully en fait a obtenu que toutes les comédies-ballets ou tous les spectacles en fait pour lesquels il a participé à l'élaboration de la musique, oui, ne peut plus être représenté sur scène. Enfin, il a tous les droits. Et donc Molière n'a plus le droit de représenter les comédies-ballets qu'il avait écrites avant. Et donc il est obligé d'en écrire une autre hein, pour pouvoir tout simplement jouer, puisque là il n'a plus de son répertoire somptueux, donc il décide d'écrire Le Malade imaginaire et il va le faire en collaboration avec son nouveau compositeur qui est Marc-Antoine Charpentier et toujours pour la danse Pierre Beauchamp. Alors en plus de ça, il ne peut plus le jouer à la cour, donc ça va être un spectacle qui va être écrit pour la ville, mais qui garde quand même son lien avec le spectacle de cour, avec le divertissement de cour, et donc on va encore avoir cet aspect de somptuosité du spectacle qui va être très important dans Le Malade imaginaire. Bien qu'il va devoir être réécrit plusieurs fois et amoindrir notamment le nombre de personnes sur scène à cause des limites que Lully va mettre au nombre de musiciens qu'on peut avoir sur scène. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, donc il faut s'intéresser on va s'intéresser aux différents intermèdes. Alors déjà le premier, bon c'est pas un intermède, c'est le prologue. Alors déjà, lien avec le ballet de cour et avec les débuts de la comédie-ballet, le prologue est fait à la gloire du roi Louis XIV, donc là on voit le lien. Mais surtout c'est une pastorale, ou en tout cas ça reprend le modèle de la pastorale qui est un genre très aimé de la cour. Et qui en fait, qui raconte, la pastorale en fait, c'est raconter les amours de bergers et de bergères par le chant, d'accord, par des bergers et des bergères qui chantent leur amour, souvent leurs amours déçus. Là, on a très peu de lien entre ce prologue et la pièce, si ce n'est cette question de l'amour déçu, de l'amour impossible. Voilà, c'est un lien très très lâche entre
ce début et la suite de la comédie. Cela dit, le deuxième intermède qui est proposé ouvre la question du malade, de la maladie et des médecins qui sont inefficaces. Et on a l'impression ici que la comédie est là pour divertir la bergère en mal d'amour afin de la guérir. Et donc le spectacle est déjà, la comédie est déjà montrée sous son angle de remède contre les passions tristes. Pour la divertir, pour la guérir de sa mélancolie. Le premier intermède, alors le lien entre la comédie et le moment chanté et dansé est un peu plus étroit, parce que Polichinelle, on dit que c'est l'amant de Toinette qui l'a qui l'a appelé pour lui demander d'aller trouver Cléante. Donc, ici, on a un personnage de la Commedia dell'arte, Polichinelle, qui va être caricaturé et qui va être l'occasion d'un véritable moment de rire et de divertissement par son action burlesque et aussi par la part de tension dramatique, notamment dans sa confrontation avec les archers. Et il y a aussi ce passage très intéressant entre Polichinelle et les violons, comme si... alors, c'est intéressant parce que là, on voit bien Molière qui réussit à entremêler de manière très virtuose la parole et la musique. Et ici, on a vraiment un très bel exemple. Le deuxième intermède, ça va être au moment où j'allais dire Argan, mais non, Béralde, où Béralde propose un divertissement pour aider Argan à oublier l'angoisse de la mort et oublier sa fausse maladie, pour vraiment se divertir. Et donc, à nouveau, la musique et la danse est vue et montrée comme une sorte de remède au mal, de remède à l'angoisse. Et ici, un univers totalement différent à nouveau, puisqu'on va avoir des Égyptiens. En fait, derrière l'idée d'Égyptiens, il faut entendre l'idée de gitans, qui offrent un spectacle à Argan pour le divertir de la mort. Et troisième intermède, le dernier intermède, qui est la cérémonie, et qui fait référence en fait à la... cérémonie qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans une autre comédie-ballet antérieure de Molière, qui est le Bourgeois gentilhomme, qui s'est terminée elle aussi par une cérémonie où le bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain, était intronisé comme, alors là je me rappelle plus toujours, oui, Mamamouchi, c'est-à-dire une sorte de grand haut rang dans l'administration, mais c'est un faux titre honorifique. Et c'est aussi une cérémonie parodique. Et là, c'est exactement la même chose. La parodie ici est montrée par le discours délirant en faux latin des médecins qui intronisent Argan en tant que médecin. Et donc ici, ça finit vraiment de manière extrêmement burlesque. Il y a une sorte d'apothéose du spectacle et du délire d'Argan à la fin de la pièce. Alors, ce qui est aussi très particulier dans la pièce, c'est qu'on va avoir un autre moment chanté, mais ici qui est intégré dans la comédie. Et c'est le moment où Angélique et Cléante donnent un spectacle, un duo chanté, alors dit improvisé, alors évidemment les personnages, le texte est écrit, mais on peut s'imaginer que les acteurs à l'époque avaient improvisé ce moment-là, ce ne serait pas du tout impossible. Et ici on a un spectacle dans le spectacle, où c'est à nouveau une pastorale, donc ils font semblant d'être un berger et une bergère qui chantent leur amour, leur tendre amour, et qui révèlent ainsi sous le nez d'Argan et du prétendant d'Angélique leur amour passionné.
Et donc ça aussi c'est plaisant, hein, c'est ce goût de supercherie à la vue de tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, et aussi à d'autres moments dans les intermèdes, les comédiens, les personnages en fait sont à la fois comédiens donc et spectateurs d'un spectacle sur scène. Et donc on a une forme de mise en abîme du spectacle et de la représentation. Donc comme si Molière en fait voulait une omniprésence et et mettre au centre de son spectacle le divertissement. Et donc ça en fait une sorte d'éloge, d'ode au divertissement. Et cela aussi et montre en fait, comment dire, donc ce que je disais avant, hein, que le spectacle a une fonction thérapeutique, que le spectacle doit guérir les passions tristes des personnages, mais aussi des spectateurs. Mais cela aussi a un effet plus satirique, puisqu'il révèle la théâtralité d'Argan et des médecins, mais aussi de Béline. Et en fait, donc, le spectacle révèle la vérité des personnages faux, des manipulateurs. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments sur la comédie-ballet et l'aspect spectaculaire de la pièce te permettront de mieux comprendre l'intérêt déjà du parcours associé comédie et spectacle, mais aussi la pièce en elle-même et d'enrichir ta lecture. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur le malade imaginaire où je détaille d'autres points de la pièce pour approfondir ta lecture. Bon courage pour le bac et pour tes révisions.